Bonjour Olivia Morel. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né sous GPA, mais vous militez aujourd'hui pour faire abolir la pratique des mères porteuses. Vous avez décidé de raconter votre parcours sur TikTok à l'origine. Mmh. On voyait un extrait de vos vidéos à l'instant. Première question, pourquoi avoir décidé de partager votre histoire? Alors au tout début, j'ai commencé à partager mon histoire parce que je n'avais pas la capacité psychologique de confronter mes parents, de la réalité de ma découverte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris TikTok, j'ai ouvert TikTok et j'ai décidé de parler à mon écran comme si je parlais à mes parents pour avouer ce que je savais. Voilà, ça a commencé comme ça et puis ça n'a jamais arrêté. C'était une expérience et bon, ils ont eu connaissance de mes vidéos. On va Oui, revenir voilà. sur la façon dont ça s'est déroulé avec vos parents, mais pour remonter un peu dans le temps, vous racontez que, petite fille, vous aviez toujours l'impression que quelque chose clochait. Oui, quelque chose clochait. Bon, c'est vrai que ma mère, d'intention, donc ma mère, commanditaire, peu importe comment on l'appelle, Vous elle était utilisez l'expression oh mère d'intention. oui, mère d'intention, oui. C'est pour parler de De ma mère, qui m'a acheté, voilà, en étant, par opposition à votre mère biologique. exactement. C'est vrai qu'elle avait un décalage au niveau de l'âge, comparé à d'autres, mères qu'il y avait à la sortie de l'école. Donc il y avait ce décalage de l'âge que je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, puis j'avais pas de photo de moi quand j'étais petite, j'avais pas de photo de moi à la naissance, la première photo de moi que j'ai, c'est à mes 5 jours, 5 jours. Donc oui, il y avait un décalage et il y avait un décalage aussi, émotionnel. Je me sentais pas très proche d'eux, il faut Vous le dire. sentiez toujours une certaine distance. Oui, je sentais une certaine distance. Après, je ne leur en veux pas encore une fois. Ils m'ont élevé comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Mais c'est vrai qu'il y avait une distance. Mmh. Alors ça paraît, assez improbable et incroyable, mais c'est en faisant une recherche sur Google, sur votre lieu de naissance que vous avez au fond découvert vos origines. Exactement. C'est à mes 17 ans, après une grosse crise de l'identité, où j'ai commencé à faire des recherches parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Voilà, là, ça m'échappait totalement. Je commençais à prendre malheureusement beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Je sombrais dans quelque chose qui n'était pas bon. Et justement parce que je ne savais pas qui j'étais. Donc j'essayais constamment de combler ce vide et je ne savais pas pourquoi j'essayais de combler ce vide. Donc j'ai ouvert Google, j'ai commencé à faire des recherches sur le Louisville, Kentucky, parce que mes parents, ma mère est d'intention est française, mon père est suisse. J'avais aucune raison d'être née aux États-Unis. C'est là, voilà, que j'ai fait ces découvertes sur des agences de GPA aux États-Unis. Et la preuve ultime pour vous, ça a été un test ADN? Oui, absolument. J'ai eu ma belle-mère, la mère de mon mari, m'a gentiment offert ce test ADN à mes 30 ans parce qu'elle me voyait souffrir. Elle m'a grandement vu souffrir et elle en pouvait plus. Donc, elle m'a offert ce test ADN qui a révélé mes origines ethniques, mes vraies origines ethniques. Donc, j'ai commencé à remettre le puzzle ensemble. Et puis ensuite, j'ai découvert que j'avais une cousine germaine qui m'a donné le contact de mon demi-frère qui m'a donné le contact à mes demi-sœurs qui m'a donné le contact avec ma mère porteuse. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec, votre Oui, mère biologique? oui, j'ai pu échanger avec elle pendant 1 mois. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est vrai, parce que moi, je n'étais pas à la quête d'une mère. Je cherchais pas qu'elle remplace ma mère. Je ne cherchais pas. Voilà, je voulais juste avoir des réponses à certaines questions existentielles que j'avais, notamment sur la grossesse, notamment sur la naissance, notamment comment s'est passée la séparation et pourquoi elle est venue à faire cet acte, pourquoi elle m'a vendu, pourquoi moi. Et, Elle vous a raconté un peu, vous avez pu en parler avec elle? oui, j'ai pu en parler Mettre avec des elle. mots sur tout ça? J'avais besoin, oui, elle a répondu à la totalité de mes questions. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'on a arrêté de se parler au fil du temps, parce que voilà, tout avait été dit, j'avais pas besoin de savoir plus. Et elle m'a raconté, donc la grossesse, ça s'est très bien passé, elle me parlait beaucoup, elle a quand même créé un attachement avec moi. La naissance, je le raconte souvent dans certains speeches que je donne, mais elle raconte ce moment assez fort et qui est très émotionnel encore pour moi aujourd'hui, mais où elle me prend, où l'infirmière me sort, voilà, elle me met dans un petit bassinet à côté et elle me nettoie. Et ma mère porteuse me dit, la première chose que j'avais faite, c'est que j'ai tourné la tête vers elle et je l'ai regardée droit dans les yeux. Donc c'est dire qu'on cherche nos mères à la naissance et on sait vers qui se tourner, justement. Donc elle a pu répondre à toutes ces questions et ça a été un soulagement pour moi. C'est des questions existentielles qui sont utiles pour notre construction, de connaître nos racines surtout, notre histoire, enfin, voilà, c'est notre histoire de la famille. C'est quand même pas rien. Olivier Morel, vous le disiez tout à l'heure, hein, mais quand vous avez appris que vous étiez né d'une GPA, vous en avez parlé à un peu tout le monde, assez Oui. rapidement, à vos proches, sauf à vos parents. Exactement, j'en ai pas parlé. Pourquoi? J'en ai pas parlé à mes parents de suite parce que j'avais peur de leur réaction. C'est vrai que j'avais déjà été abandonnée une première fois.
Donc, ne serait-ce que risquer un second abandon une deuxième fois, voilà, c'était pas possible pour moi. C'était impossible et je savais qu'au moment où j'allais en parler, ça allait casser quelque chose entre nous et que j'allais les perdre. Donc, j'en ai pas parlé directement. D'ailleurs, j'en ai vraiment jamais parlé directement avec eux. J'ai fait ça à travers les vidéos sur TikTok. Et voilà. Et malheureusement, oui, je les ai perdus en route. Vous n'avez jamais pu vraiment en parler avec eux, avec vos parents d'intention de ça? J'en ai pas parlé. J'ai eu quelques courts, vraiment très courts échanges avec mon père parce que il voit mes enfants. Je pense que mes enfants ont le droit de voir leurs grands-parents, donc ils vont voir leurs grands-parents. Pour moi, c'est important. Et j'ai eu quelques courts échanges avec lui pour lui dire que ce n'était pas contre lui que je me battais aujourd'hui, et contre ma mère, c'était contre la gestation pour autrui comme processus. Ça, c'est un point qui est très important pour vous. Oui. Vous le dites souvent dans vos vidéos sur TikTok. Bien sûr. Vos parents d'intention, certes, c'est compliqué avec eux aujourd'hui, mais vous ne leur en voulez pas du tout. Non, mais jamais de la vie, je ne leur en veux pas. Ils avaient les moyens à un moment donné d'utiliser un processus qui était à leur portée. Donc voilà, ils ont succombé à la tentation et c'est comme ça, je peux pas leur en vouloir, c'est impossible. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être bien à ce moment-là. Il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière. C'est la pratique aujourd'hui qui est condamnable. Olivia Morel, le paradoxe en quelque sorte, c'est que vous militez aujourd'hui contre la GPA, mais la GPA, en théorie, du moins en France, est interdite. Oui, en théorie, mais en pratique, on voit aujourd'hui des politiciens venir et nous dire que ça pourrait être, on peut encadrer la pratique. On voit un Clément Beaune, on voit une Prisca Thévenot, on voit certains hommes, femmes politiques prendre une position et ça fait peur. Donc on sait que, voilà, en théorie c'est interdit en France, mais dans la pratique, ça peut venir sur l'agenda présidentiel aux prochaines élections, par exemple. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews Europe 1 LJDD qui a été publié le 27 avril, 59% des Français sont favorables à la gestation pour autrui. Est-ce que ce chiffre, il vous surprend? Alors, les sondages, c'est jamais. Je n'y crois pas. Voilà, à titre personnel. Ensuite, on avait fait un sondage comme ça il y a quelques années, je crois que c'était en 2022, on était à peu près à 70, aujourd'hui on est à 59, alors que dans 3 ans peut-être qu'on sera à 48%. Ça évolue. Voilà, ça évolue tout le temps. Et le problème aujourd'hui, c'est que les Français ne sont pas au courant de ce que c'est une gestation pour autrui. On fait pas assez de sensibilisation auprès des Français. C'est pour ça aussi que j'ai pris la parole sur TikTok et sur différents autres réseaux sociaux pour justement sensibiliser les Français, les citoyens français qui vont voter pour notre prochain président. C'est important. Sur TikTok d'ailleurs, Olivia Morel, vous expliquez dans vos vidéos que vous êtes très souvent critiquée pour vos prises de position. Alors, je suis très souvent critiquée pour mes prises de position. C'est même plus que critiquée, enfin, parfois c'est à la limite du harcèlement. Il y a certaines personnes, oui, qui me harcèlent, mais après je suis extrêmement bien protégée. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, notamment des féministes, je tiens à le dire aujourd'hui, j'ai des féministes extraordinaires qui font comme un filet autour de moi ils me protègent tout le temps, constamment des attaques sur les réseaux sociaux. Je pense à la Siams aujourd'hui, je pense au Corps, je pense à Julie Bindel qui est en Angleterre, je pense à Keiska qui est aussi en Suède. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me protègent quand même. Mais sur les critiques que vous recevez sur TikTok? Sur les critiques, c'est... Et sur Twitter d'ailleurs. C'est rien de grave. Moi, ça me touche même pas. C'est espèce d'ingrate, tu craches dans la main qui t'a nourri. C'est ça justement, de quoi tu te mêles. Vous voyez beaucoup de questions, de gens arriver avec des questions qui s'interrogent sur votre parcours, sur ce qu'est la GPA? Alors oui, absolument. Je vois beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que c'est une GPA, quels sont les types de GPA, parce que les gens aujourd'hui ne voient en France que les belles histoires. Et il y en a des belles histoires, je le dis toujours. Il y a de belles histoires dans la GPA, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense mais ça ne rend pas le fond de la pratique plus éthique, et c'est ça qu'il faut expliquer aux Français. C'est qu'aujourd'hui, on parle de marchandisation du corps de la femme et on parle de la vente d'enfants. Voilà. Pour vous, il n'y a pas de GPA éthique? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de GPA éthique, tout comme il n'y a pas de vente d'organes éthiques, comme il n'y a pas d'esclavage éthique. C'est impossible. Je vous dis ça parce que la GPA n'est pas pratiquée non plus de la même manière partout. Non. Aux États-Unis, par exemple, dans plusieurs États, elle est plutôt encadré, alors qu'en Inde ou en Ukraine, par exemple, c'est un peu le Far West. Oui, enfin, aux États-Unis, c'est encadré, mais quand on voit toutes les libertés qui sont enlevées de la femme mère porteuse pendant 9 mois, voire plus, parce qu'il y a le temps aussi de la FIV, il y a le temps pour le lait maternel qu'elle doit des fois donner, quand on voit ça, quand on voit un contrat... Ça peut pas être légal dans un système juridique
démocratique. C'est impossible. C'est terrible ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis. C'est encadré, mais ça n'est pas éthique. C'est encadré, mais ce n'est absolument pas éthique. Absolument pas éthique. Je vois des femmes... Enfin, moi, j'ai lu des contrats, je les ai vus parce qu'on parle souvent des États-Unis. On le voit dans les médias que les États-Unis, c'est incroyable. Les contrats, c'est très réglementé. Les femmes, elles sont protégées. Oui, enfin, elles sont protégées, mais elles ne peuvent pas, par exemple, boire de café quand elles veulent. Elles peuvent pas prendre un Doliprane si elles ont mal à la tête. Elles doivent aller se le faire prescrire par un docteur, le docteur qui a été choisi par les parents d'intention. Il y a une longue liste de choses. Et je voudrais ajouter aussi que les enfants ne sont pas protégés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle sur les parents d'intention. Comme dans l'adoption, par exemple. Dans l'adoption, les parents, on sait très bien, c'est très compliqué parce qu'ils sont scrutés, on les scanne, on fait attention à où va terminer l'enfant. Dans la GPA, pas du tout. Il n'y a aucun contrôle sur les futurs commanditaires. Il n'y en a aucun. Donc ça laisse libre à n'importe qui d'acheter des enfants. D'ailleurs, on peut voir, je dis souvent, mais c'est le seul processus dans lequel un papa peut devenir parent seul. Voilà, c'est dans la gestation pour autrui. Pour en revenir en France et peut-être parler un peu de politique, le parti Les Républicains aimerait que l'interdiction de la GPA soit inscrite dans la Constitution. Vous avez notamment rencontré, vous, François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ? Moi, je pense que c'est une bonne idée, oui. C'est vrai, au moins, ça va poser le cadre. Au moins, on sait qu'aujourd'hui, en France... Voilà. Bon, en France, ce qui est, je trouve, incroyable, c'est qu'on a encore une conscience sur ce qui est la dignité humaine, ce qui est le principe de l'indisponibilité du corps humain. On a encore ça en tête. Donc, le mettre dans la Constitution, je trouve ça incroyable. Ça serait révolutionnaire, ça serait parfait. Parce qu'au moins, on n'aurait plus de débat sur ce qui est éthique, sur ce qui n'est pas éthique, altruiste. Voilà, la GPA n'est pas éthique, n'est pas altruiste, c'est la marchandisation du corps des femmes et on doit protéger nos femmes et nos enfants, c'est important. Une question plus personnelle, Olivia Morel. Beaucoup de militants anti-GPA le sont souvent pour des raisons religieuses. Oui. Vous êtes athée Oui. Et vous le revendiquez. Ah oui, je suis athée d'ailleurs. Quand j'ai rencontré le pape François en audience privée le 4 avril dernier, je lui ai dit je suis athée, je ne partage pas la majorité de ce que dit l'Église, évidemment. Parce il vous que a répondu quoi ? Rien, il était très content de me recevoir, il était OK là-dessus. On a discuté uniquement de la gestation pour autrui et je trouve ça formidable. C'est un sujet aujourd'hui qui transcende tout bord politique, qui transcende toute religion. La dignité humaine n'a pas de bord politique, n'a pas de religion. On doit essayer de discuter tous ensemble sur ce sujet parce que voilà, il faut placer la dignité humaine au-dessus de tout ça, au-dessus de nos divergences. On peut avec le pape, on s'entend pas sur 95% des sujets, mais en tout cas sur ce sujet-là, on s'est entendu. Sur l'interdiction de la gestation pour autrui, on est absolument d'accord. Et d'ailleurs, on va travailler ensemble pour le promouvoir à l'international. Olivia Morel, votre histoire, vous allez prochainement la raconter dans un livre ? Oui, je vais le raconter dans un livre. Je suis en train d'écrire un livre qui sera un peu plus personnel. Ça va aller dans les détails notamment de tout ce qui était drogue, tout ce qui était alcool, tout ce qui est problème d'identité, aussi du viol que j'ai subi. Donc ça va raconter un petit peu mon parcours pour montrer à quel point enlever la racine d'un enfant peut être destructeur. Voilà. Et est-ce que vous diriez que cette lutte contre la GPA, c'est devenu aujourd'hui en quelque sorte le combat de votre vie ? Aujourd'hui, c'est le combat de ma vie, absolument. J'essaye tant bien que mal de faire ce que je peux. On part dans différents pays. Je suis allée en Croatie, en République tchèque, en Italie, évidemment au Vatican, aux États-Unis. Donc oui, c'est le combat de ma vie et j'espère... de toute façon, il y aura toujours du travail à faire. Bon, je pense qu'on peut l'abolir de manière universelle, comme on l'a fait avec l'esclavagisme, mais voilà, ça va prendre du temps. Oui, vous comparez la GPA assez régulièrement sur TikTok, notamment à de l'esclavage, moderne. Oui, c'est de l'esclavage moderne. On parle d'esclavage moderne, on parle de marchandisation du corps, encore une fois, on parle de vente d'enfants. C'est de l'esclavage 2.0 d'ailleurs. Dr René Friedman le dit très bien. C'est de l'esclavage moderne. Est-ce que depuis que vous avez commencé à raconter votre histoire sur TikTok, depuis que vous interpellez sur X, Twitter, les politiques également, est-ce que vous avez de plus en plus de retours de personnes peut-être étant elles-mêmes nées sous GPA ? Je suis en contact avec d'autres enfants qui sont nés par GPA. Alors, on a un petit groupe, on s'est constitué un petit groupe. Mais c'est très compliqué pour elle. Parce que très compliqué, pourquoi ? C'est très compliqué parce qu'on a un conflit de loyauté, nous, envers nos parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un filet, cette espèce de... Enfin, moi, j'étais
très protégée par mon mari, par ma belle-mère, par les médecins. Donc voilà, moi j'ai cette sécurité-là qu'elles n'ont pas. Et elles savent très bien que quand on commence à parler de ça, on rompt quelque chose avec nos parents. Et ça, c'est le conflit de loyauté qu'on leur doit. On a un prix sur nos têtes, je le dis très souvent. On a été acheté, on a été voulu, on a été commandé. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, qui se sont passées pour nous avoir. Et du coup, ces enfants ont du mal à parler parce qu'ils ont peur de la réaction de leurs parents. Et c'est normal, c'est humain d'ailleurs. Ils ont peur d'un deuxième abandon, malheureusement comme moi je l'ai subi. Eh bien, merci beaucoup, Olivia Morel. Mais merci à vous d'être venue nous livrer votre témoignage. Avec peut plaisir. Bien sûr vous retrouver sur TikTok, sur Twitter. Oui. Et puis dans un livre. Prochainement, c'est ça. Merci à vous. Pas encore arrêté. Merci. C'est bientôt. Merci à vous.